Alors, sur la négociation. Alors, la négociation, ça demande des skills, ça demande un peu de doigté, ça demande de comprendre des choses, essayer de simplement considérer que ce que je vais vous dire est vrai, de l'appliquer et de regarder le résultat. Il faut vraiment être de bonne foi et montrer qu'on est de bonne foi. C'est la base du venture, c'est la base de l'investissement, c'est la base des startups, c'est la base de tout. C'est que ça repose sur la confiance et vous devez rien faire qui va rompre cette confiance. Donc, soyez transparent, ne cachez pas les mauvaises décisions, ne cachez pas tout ce qui ne va pas. Par exemple, nous, dans notre dernière levée de fonds The Family, on a eu des problèmes, des procès, des machins. C'est parce que j'ai prévenu nos investisseurs avant que tout sorte qu'ils étaient en confiance et les investisseurs peuvent comprendre beaucoup de problèmes. Il faut juste être méga transparent. C'est vraiment un moment de méga transparence. Deux, vraiment essayer de mapper qu'est-ce qui sont les motivations de l'autre partie. Pourquoi elle fait ce deal? Est-ce qu'ils font ce deal pour être riches? Est-ce que c'est un deal stratégique? Est-ce que c'est un deal qui les intéresse? Est-ce que c'est un deal différent? Est-ce que quoi, quand, comment, où, pourquoi? C'est hyper important. Ensuite, n'oubliez jamais le rôle de l'émotion et faites attention à ça. Faites très attention aux émotions dans le cadre d'une négo. Ne parlez pas, ne vous énervez pas, restez calme, ne prenez pas les gens pour des cons. Essayez de vraiment vous faire violence pour que ça se passe bien. Si vous trouvez que les gens sont stupides, c'est pas leur problème, c'est le vôtre, c'est pas la peine de le montrer. Essayez de prendre sur vous, de vraiment être au top du top. Soyez en forme, mettez de la bonne énergie, écoutez de la bonne musique avant d'entrer dans la salle, faites des calls simples, ne vous cassez pas la tête sur des trucs qui comptent pas, ne mettez pas votre stress dans l'affaire, essayez de vraiment mettre une bonne vibe parce que l'émotion, ça compte énormément dans un deal. Alors, montrer de l'empathie tactique, c'est quoi? C'est tout simplement de donner des choses qui ont l'air d'être importantes à l'autre, mais qui ne sont pas si importantes pour vous, mais de montrer que vous prenez en compte la partie adverse et le point de vue de la partie adverse. C'est hyper important. Les investisseurs, vous allez être mariés avec eux. On ne divorce pas d'un investisseur sous aucun prétexte. C'est très dur. Donc, faites très attention à l'empathie que vous montrez. Focalisez sur la désactivation des sentiments négatifs. Ne laissez pas les avocats monter dans les tours. Mettez toujours de la distance. Faites un maximum par écrit. Ne laissez pas le ressentiment tout gâcher. Et donc ça suppose que je dis tout à l'heure de mettre des good vibes, de magnifier les enfants précis. Alors, les signes noirs, c'est quoi? Les black swans, c'est tout ce qui se passe en dehors de la négo et qui peuvent avoir un impact matériel sur la négo. Faites très attention à ça. Donc, on retient sérénité et calme. C'est les clés d'une bonne négo. Toujours mirorer la partie adverse, c'est-à-dire de vous mettre, par exemple, si vous êtes avec des gens qui vous voient, vous les vous voyez. Si vous êtes avec des gens qui vous tutoient, vous les tutoyez. Si vous êtes avec des gens qui veulent être dans des grands cabinets d'avocats, vous prenez un grand cabinet d'avocats. Si vous êtes avec des gens qui veulent pas dépenser beaucoup d'argent et aller au McDo du coin, vous allez au McDo du coin. C'est vraiment un moment où vous ne devez pas être sur qui vous êtes, mais vous devez être dans le miroir de l'autre. Toujours poser des questions calibrées et éviter les chiffres ronds. C'est une technique de négo à 2 balles, mais ça marche. Il n'y a rien de pire que les chiffres ronds. Les chiffres ronds, ça donne l'impression que c'est pas précis, que c'est pas confiance, etc. Alors, si vous avez pendant la négo des tractions, montrez-la. Il se passe que des fois, en pleine levée, il y a des bonnes nouvelles, etc., et que les fondateurs n'ont pas forcément le réflexe de les montrer. Montrez à fond votre traction et n'hésitez pas à jouer de cette traction pendant la négo.
Alors, évidemment, si vous n'avez pas de traction, si vous n'avez pas de momentum, évidemment, ce sera difficile. Mais vous pouvez l'anti-jouer. Vous pouvez le jouer comme en créant de la fausse FOMO. Le meilleur truc que j'ai vu là-dessus, c'est récemment une boîte à nous rentre enlever le produit est pas prêt. Ils approchent de la négo finale et de la sélection des term sheets. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent un site internet avec un compte à rebours sur le lancement. Bon, en fait, ils n'étaient pas du tout prêts, ils ont lancé plus tard, mais c'est tout con. Ça a fait croire qu'en fait, il y a une deadline à la négo. Et donc, ça crée du FOMO. Type 3, fais ta préparation en amont. C'est hyper important d'être préparé, d'avoir parlé avec son avocat, de connaître le dossier, de venir en amont. Ne soyez pas des amateurs qui découvrent. Récemment, on a eu une négo avec un entrepreneur pour un investissement. Il a posé des questions tellement débiles à l'avocat devant les investisseurs. J'avais honte. Il n'avait rien préparé, il n'avait rien lu. Il est un putain d'amateur. Et malgré sa traction, il a raté sa levée. Je vous ai dit, quand on a de la traction, on peut tout se permettre. Mais en fait, il faut faire attention. Il y a des fois, c'est juste trop. Il y a des fois, on est juste trop un petit con. Et ça peut être fatal. La diligence, ça reste toujours important et il faut faciliter la due diligence des investisseurs. Ne bloquez rien en termes d'information, donnez-leur tout ce qu'ils ont besoin et faites en sorte de fluidifier ça pour ne pas créer de grippe dans le rouage. La valo, c'est qu'une considération et c'est une considération qu'il ne faut pas hésiter à baisser. Je vois très souvent des deals qui sont un peu bloqués et tout et qui iraient mieux si la valo était un peu moins élevée. N'oubliez pas que quand vous négociez la valo hyper élevée, vous mettez en fait l'investisseur en face dans un stress. Et donc, il veut tout border. Alors que s'il a l'impression de faire une bonne affaire, bah, ça se passe beaucoup mieux. N'hésitez pas à diviser la timeline et de la mettre sous pression en inventant des deadlines artificielles. Et surtout, soyez le plus précis, le plus chiffré possible dans votre argumentation. Et n'hésitez pas, si vous êtes déjà des investisseurs ou des advisors, à leur faire jouer le rôle de bad cop. Et comparez-vous, et ça c'est le rôle de votre avocat, de vous donner pour chacune des clauses, pour chacun des montants, pour chacun, les benchmarks actuels du marché, parce que le marché il change tellement vite qu'il ne faut pas hésiter à avoir un professionnel qui sait ce qui se passe en ce moment sur le marché. Alors, évidemment, il n'y a pas de règle en levée de fonds. Il n'y a que de l'adaptation. Il n'y a que de la personnalisation. Alors, winners are winning. N'hésitez pas à, pendant les moments cruciaux, à mettre de la bonne news, de l'énergie, des nouveaux marchés, des nouveaux business models, montrer des trends, etc. C'est le moment où il faut redoubler de pitch. C'est pas parce que quelqu'un a signé une term sheet et qu'il est en closing qu'il est convaincu. N'oubliez jamais que vous êtes always be closing. Vous êtes toujours en train de vendre jusqu'à la ligne finale, jusqu'au premier chèque. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est que vous avez deux approches concernant les term sheets. Soit vous recevez une term sheet et vous attendez que les investisseurs vous envoient leur term sheet. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Soit c'est vous qui envoyez une term sheet et ça, c'est une méthode un peu moins traditionnelle. Alors, je m'explique sur les deux méthodes. C'est quoi le process classique? Le process classique, c'est vous voyez des investisseurs. Au bout d'un moment, vous sentez que ça le fait et vous dites aux gens, envoyez-nous vos offres. Et vous dites que vous allez choisir la meilleure term sheet. Alors, deux problèmes à ça. Le problème à ça, c'est que ça suppose que vous êtes en train de trouver un lead, c'est-à-dire un investisseur qui est capable de prendre tout le tour, ou du moins de partager le tour et qui est capable de faire une term sheet. Et ça ne marche pas avec les investisseurs amateurs, ça ne marche pas avec les investisseurs. Et puis surtout, vous leur donnez le contrôle de la négo. Moi, une technique que j'adore, qui n'est pas facile à mettre en œuvre, mais si vous êtes discipliné, elle fonctionne très bien. Si vous suivez mon process, vous allez vous retrouver avec tous les meetings dans un certain timeline. Vous allez faire, je ne sais pas, 20, 30 meetings en 15 jours. Et si vous arrivez à faire ça, vous faites un meeting, deux meetings maximum avec tous les gens. Et là, vous relancez tout le monde en disant « Hello les gars, voilà la term sheet qu'on compte signer
avec les investisseurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Et vous vous comportez avec tout le monde comme s'ils étaient investisseurs. Et ensuite, une fois que vous avez cette term sheet, vous avez un peu itéré les uns avec les autres, vous envoyez la version finale en disant maintenant, il y a 2 cases, la valo et le pourcentage. Merci de nous renvoyer vos offres. Et quand vous recevez cette term sheet, les gens, ils ont juste changé la valo et le pourcentage, et bien vous pouvez prendre votre investisseur préféré et essayer de monter un peu la valo. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace comme technique. Mais il faut avoir un peu de courage. Et en plus, ça vous permet d'avoir la main parce que votre avocat peut préparer une term sheet équilibrée, etc. Et quand les gens veulent fondamentalement changer les clauses, vous dites non, non, non. C'est pas ma vision de la fairness. Ça évite énormément, énormément, énormément de négo et ça permet de faire quelque chose de vraiment, vraiment très bien. Alors, les exemples de signaux noirs, c'est par exemple, je te donne un exemple, Bruno, qui a lieu dans un deal sur 2. Allez, j'exagère. Un deal sur 4. Tu te retrouves en pleine négo, tout va bien et tout, et ton CTO démissionne. Parce que monsieur est pas content, ou monsieur a découvert autre chose, ou je sais pas quoi. Et là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu dois le dire. Et ça, c'est un black swan. Ou tu as perdu ton plus gros client. Ou je sais pas quoi. Et alors, ce qui est fou, c'est que les moments de levée, c'est toujours des moments où il se passe des catas. Et je pense que c'est pas parce qu'ils en passent plus que d'habitude, c'est juste que dans les startups, il y a tout le temps des catas. Mais ça fait partie du quotidien. Sauf que dans une levée, ça devient d'autant plus stressant. Et donc, on s'en souvient plus. Question traction. Nous sommes une plateforme blockchain défi, réseau social, notre prototype. Pour que les gens vous prennent au sérieux, il n'y a pas de chiffre magique en fait. C'est plutôt une question de momentum et de vitesse de croissance qu'un chiffre absolu, quoi. Mais disons que si vous faites plus de 15% de croissance par semaine, pendant plus de 3 mois, les gens vous prendront au sérieux. Les passages JT, tu les comptes dans l'attraction. Les passages JT, je les compte dans la vanity métrique. Ça fait juste plaisir à votre maman. Ça ne fait pas lever des fonds. Mais c'est pas mal pour la maman. Peux-tu développer l'empathie tactique? L'empathie tactique, c'est le fait de comprendre de quoi la personne a besoin en face et de lui offrir sur un plateau. C'est ça, l'empathie tactique. C'est de la manipulation, mais c'est très efficace. Mettez-vous toujours dans les chaussures de celui qui est en face de vous. C'est quoi sa vie? C'est quoi ses contraintes? Pourquoi son boulot est difficile? Et vous plaignez pas. Ne faites pas les enfants gâtés. C'est vraiment pas nécessaire. Alors, Julien, la valorisation peut-elle être différente pour 2 investisseurs? Non, sous aucun prétexte. C'est illégal dans la plupart des pays. Dans quel cas tu peux te passer d'une levée, dans quel cas tu ne peux pas? Alors, laisse-moi réfléchir, Émilie. Alors, les cas où tu peux te passer dans une levée, c'est les cas où tu n'as pas besoin d'argent, et les cas dans lesquels tu ne peux pas, c'est ceux-là où tu as absolument besoin d'argent. Je comprends qu'il y a des VC, même en seed. Je pensais que c'était plutôt de BA à ce stade. Quel est leur ticket minimum préféré? Maintenant, tu as des VC qui investissent 50 000 euros, hein, 100 000 euros. Oussama, dans le cas d'un besoin relativement faible, moins de 500 000 euros, si on a le choix entre un emprunt bancaire et un BA, tu recommandes quoi? De prendre le BA. Moi aussi, je t'aime bien, Émilie. Comment gérer plusieurs term sheets en même temps? Alors, si vous êtes dans le cas où vous recevez des term sheets, la seule façon de gérer, c'est de choisir, en fait. Et en fait, il y a un moment, il faut choisir et rentrer en exclusivité avec quelqu'un. Vous n'avez pas d'autre choix que ça. Donc c'est vraiment hyper important. Atim, des conseils post-levée. Regarde coup d'état. Est-ce que tu peux dire un peu plus sur BA plutôt qu'emprunt bancaire, s'il te plaît? BA, prends le BA. La dette, ça ne marche pas dans l'innovation. C'est simple. Si tu as le choix entre t'endetter et prendre un business angel, prends un business angel, c'est tout. En tant que startup française, dans quel cas viser des BA VC français ou étrangers? As-tu des conseils là-dessus, Maximilien? Alors, moi, je vous recommande de ne pas traiter ça comme ça, mais d'être neutre et d'essayer de mettre tout le monde dans la seringue et de voir qui sont les meilleurs. Les Français, étrangers, à la fin, surtout depuis le Covid, c'est la même chose. Penses-tu que c'est compliqué de lever quand on a une baisse du CA de 80% sur le dernier mois? J'ai dû couper les budgets pub, même si profitable, car problème de BFR, donc trésor proche de zéro. Baptiste, à ton avis,
Je suis désolé, frérot, mais évidemment que c'est compliqué. Et évidemment qu'il ne fallait pas faire ça. Et évidemment que ta phrase, elle n'a aucun sens. Je veux dire, si tu venais me voir en tant qu'investisseur et tu me dis ça, je te dirais, mais pourquoi tu as un problème de BFR si tu es profitable? Parce qu'en fait, si tu es profitable, tu étais censé constituer le besoin nécessaire de ton BFR. Et si tu ne l'as pas fait, c'est qu'en fait, tu n'es pas vraiment profitable. C'est incroyable toutes ces boîtes qui pensent être profitables, mais qui n'ont pas d'argent pour se développer. Une boîte profitable a besoin de rien pour se développer. Donc fais attention à ce que tu dis et fais attention à qui tu le dis. Alors évidemment, maintenant que tu as perdu 80% de ton CA, il faut l'assumer et fais-en quelque chose. Dis aux gens que tu as appris quelque chose. Mais fais pas genre tu es une victime. Tu dois dire c'est quoi l'erreur, qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi ça ne se reproduira pas. Et si tu es convaincant là-dessus, la baisse des 80% de CA devient une force parce que les gens se disent ah, il a fait une connerie une fois, stratégique, il a perdu 80% de son CA, il a appris quelque chose, maintenant il peut en faire quelque chose. Mais si tu viens et que tu dis une phrase du genre je suis profitable, mais en fait c'est pas de ma faute et en fait ça a baissé le CA parce que n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Comment gérer la relation avec son investisseur si les objectifs ne sont pas atteints? Alors ça, c'est là où les emmerdes démarrent. En fait, quand les objectifs ne sont pas atteints, eh ben, il faut parler, il faut discuter, il faut être transparent et puis il faut voir ce qui se passe, quoi. Si le produit n'est pas encore launch, mais que l'on dispose d'early adopteurs qui seront de futurs clients, est-ce suffisant ou faut-il absolument de l'attraction avec un produit actif? Non, non, mais en fait, tu connais la réponse. C'est bien sûr que ça peut être suffisant, mais bien sûr que c'est pas assez. Et en fait, il ne faut pas hésiter à faire les deux, quoi. Enfin, la levée, c'est l'intersection entre le moment où on a besoin et le moment où on peut se lancer. Quelles sont les attentes des VC dans un investissement seed? Ils attendent absolument à Serie A ou pas forcément? Oui, 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 ils attendent absolument à Serie A. Des conseils pour lever quand 80% de ton équipe est sous-traitée? Et bah, d'assumer et d'expliquer pourquoi c'est bien et d'essayer d'être convaincant. Quand on a une caractéristique comme ça qui est catastrophique, il faut essayer de la transformer en force et ça, c'est le pouvoir du marketing. Est-ce qu'avoir une boîte en France peut refroidir des invests étrangers? Je dis par rapport à tout ce qui est cadre légal, taxation. Oui, complètement. Peux-tu nous expliquer comment s'assurer de garder le contrôle de sa boîte? Impossible de te faire virer car pas dilué, même après avoir passé tous les cycles. C'est impossible. Lever des fonds, c'est prendre le risque de pouvoir se faire virer. C'est comme ça. Ça fait partie du deal. C'est impossible de se prémunir de ça. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Alors déjà, les KYC, t'envoies ta pièce d'identité et ton machin. Et les due diligence, c'est devenu une blague. Et on est dans un marché qui ne fait plus de due diligence. Ça ne sert à rien d'en parler. C'est n'importe quoi. Les deals, ils arrivent tellement vite maintenant que plus personne n'a le temps de faire de due diligence. Lorsque tu as plusieurs term sheets pour une levée seed, additionner plusieurs VCBA possible ou no go. C'est une très très bonne idée. Moi, j'adore faire ça. Je trouve que c'est vachement mieux d'avoir plusieurs VC et de leur faire un peu raboter leur ticket, etc. Mais ça, c'est vraiment des problèmes de riches. Combien d'active users pour un SaaS est suffisant pour commencer à être intéressant pour un VC? Combien d'active users pour un SaaS est suffisant pour commencer à être intéressant? 100 clients, c'est bien. Tu penses quoi d'investisseurs qui disent que c'est trop tôt mais donnent des deuxièmes rendez-vous? Comment se justifie leur ces remarques? Alors ça, les investisseurs... il faut prendre le deuxième rendez-vous, il faut être sympa et il faut fermer sa gueule. Enfin, c'est pas grave. Mais oui, c'est énervant. Zuckerberg, ce qui lui a permis de garder le contrôle, c'est la traction, pas le juridique. Hein. Je veux dire, et puis je peux dire que maintenant que ça va mal, personne de sa place, hein, donc il va pas se faire virer. Hein. Alors, il paraît que les projets Deep Tech arrivent souvent à lever avant le prototype terminé, du fait de la nature de ces projets. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'une techno no-code, c'est Deep Tech? Alors, dans l'ordre, oui, les projets Deep Tech arrivent à lever. Souvent, c'est sur des profils techniques exceptionnels. Et une techno no-code, c'est une forme de Deep Tech. Alors, Bruno Le Cavalier, oui et non, il négocie la valo contre les droits de vote. Mais les droits de vote, ça ne concerne pas le fait de se faire virer. Si le board avait voulu virer Zuckerberg, ils auraient pu. C'est pas... Enfin, quand on veut virer quelqu'un, oui, mais je sais bien, Dixitus, mais c'est parce que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ça permet de négocier plein de choses, les droits de vote. Et ça permet de rendre le fait d'être virable plus dur, mais c'est impossible de se prémunir à 100% de se faire virer. Vraiment, n'ayez pas peur de vous faire virer. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Enfin, personne ne vire quelqu'un pour le plaisir. Souvent, quand on vire quelqu'un, c'est qu'il y a quand même un problème. Mais
It's life. N'ayez pas peur de ça. J'ai fait appel à des freelances pour le dev de mon MVP. Je n'ai pas trouvé le bon CTO encore et ma base tech d'ingé est suffisante pour le démarrage et gérer les freelances. Mieux vaut attendre de trouver ce CTO avant de se lancer dans une levée ou un discours expliquant mon choix de tien. La question, c'est est-ce que tu as besoin de lever? Si vous pouvez vous permettre d'attendre et vous développer votre boîte et attendez. C'est pas CTO ou pas CTO, quoi. Quelle formation de coup d'état tu recommanderais après une première levée précise? Toutes. Oussama Chiche, tu télécharges Stroll Hunt, l'app qui transforme les villes en terrain de jeu Pokémon Go pour les gens qui veulent en sur la ville sur le portail en live. Non. En plus, je sens qu'il faut marcher avec ton app. Ça me casse les couilles déjà. Franchement, j'ai une gueule à jouer à Pokémon Go, moi. Enfin, tu connais, tu connais ton marché. Mais vous voyez, c'est pas. En fait, qu'est-ce que ça va t'apporter, Lucas, que je télécharge ton truc? Je suis pas crédible. Concentre-toi sur les gens crédibles. Quelle place pour le bluff dans une négo pour accélérer les choses? Alors moi, je déconseille le bluff. Ça demande trop d'expertise de bluffer. Tu en penses quoi des réseaux de BA qui font payer? Ne faites pas ça. N'allez pas payer des gens qui pour ça. Que penses-tu des subventions? C'est mal. Prenez-les. Si on a déjà 2 boîtes, statut président, l'engagement exclu, on fait comment? On négocie ou on gère avant qu'un rédhibitoire pour le BA et on ferme la boîte. Rédhibitoire. Ça, il faut le gérer en amont. Il faut trouver une solution. Pas forcément de fermer la boîte d'ailleurs. Hein. Tu peux mettre un gérant, tu peux machin. Enfin. Tu dis qu'il n'y a plus de diligence sur quel doc justificatif sur la base VC pour confirmer leur ticket. En général, en ce moment, les gens font un pack d'actionnaires, un bulletin de souscription et puis j'ai un ami qui m'a fait une blague aujourd'hui. Il m'a dit que le premier board d'une boîte, c'était devenu le rendez-vous de due diligence. Ça m'a beaucoup fait rire comme blague. Entre plusieurs petits BA et un gros, qu'est-ce qui vaut mieux? Moi, je préfère plusieurs petits, mais c'est un goût personnel. Je veux vendre Alors, pour expliquer autrement, Émilie, grosso modo, plus tu as de BA, plus c'est la leçon de César divisé pour mieux régner. Après, il y a des gens qui préfèrent parler à une personne et être bien avec elle, quoi. BSAR, ça marche avec les VC en seed? Oui, ça marche vachement bien. Les VC, ils nous faisaient chier avant avec les BSAR. Maintenant, tout le monde s'y est mis. C'est une vraie victoire. Le rapport aux failles dans les levées en France, ça a changé. Tu les abordes comment lors du pitch quand on te challenge sur tes anciennes expériences? Ouais, ça a beaucoup changé. C'est devenu un non-sujet. Et si on te pose des questions, réponds honnêtement. De toute façon, tu ne veux pas t'associer à quelqu'un qui a un problème avec ça. Je vais pivoter de modèle car c'est le bon moment, mais au moment de la levée, je dois en parler. Oui, ça fait partie des Black Swan. Ça fait partie des choses où il faut être transparent. Il faut rien cacher. C'est hyper important. Si la négo part bien mais puis s'enlise, il faut pas hésiter à sortir de la négo. Il faut pas hésiter à casser la levée et à recommencer le process de zéro. Est-ce que les VC pourraient voir d'un mauvais œil un partenaire bancaire et de la subvention en complément de leur invest? Absolument pas. Oussama, tu dis diligence, j'ai pas compris. La diligence, c'était traditionnellement un process que quand un investisseur signait une term sheet, il allait vérifier tout ce que vous avez dit en essayant de trouver des documents factuels qui prouvent les choses que vous avez dites. Par exemple, vous dites j'ai 100 euros de chiffre d'affaires, il essaie de trouver les 100 euros sur votre compte en banque. Il s'avère que depuis 2 ans, il y a de moins en moins de due diligence. Les investisseurs ne vérifient plus ce que les gens racontent. Il y a de plus en plus d'industriels corporate qui ont des fonds VC en interne. Qu'en penses-tu? Restez loin. Et t'es marrant, toi. En fait, Kevin, ça fait 2 jours que tu viens me poser des questions là-dessus. Je sens que ça te travaille. Mais fais ce que tu veux. Moi, je te le dis clairement. Les levées de fonds corporate, ça ne marche pas. Maintenant, tu veux en faire une, vas-y, fais-la. Et si ça marche, viens me dire que ça marche. Mais arrête de te torturer comme ça.
Je ne vais pas changer d'avis parce que tu changes l'angle de ta question. Grosso modo, depuis le Covid, les process de levée de fonds ont profondément changé. Avant, 100% des rendez-vous se faisaient en physique, en meeting, etc. Ça prenait du temps. Maintenant, les gens sont à l'aise à ne faire qu'un rendez-vous à la fin en physique au moment de signer. Et donc, ça veut dire que vous pouvez être beaucoup plus efficace dans votre séquencement. Donc, je vous répète mon process. Vous prenez tous les rendez-vous dans une fenêtre de maximum 15 jours, tous vos premiers rendez-vous. Vous essayez de prendre le second rendez-vous la même semaine. Vous pressez les gens. Vous ne laissez pas les gens vous reporter de 3-4 semaines. Tous les gens qui vous mettent en dehors, si vous avez bien préparé votre nombre de leads, vous aurez tellement de leads que vous pourrez vous permettre d'avoir des gens qui ne sont pas dispo dans ces semaines-là. Tant pis si c'est des bons investisseurs. Mettez la pression à tout le monde et faites le FOMO. Et normalement, après le deuxième rendez-vous, vous devriez voir si votre levée va marcher ou pas. Si elle ne marche pas, vous arrêtez, vous retravaillez et vous relancez le process. Si elle marche, vous allez et vous rentrez en closing. C'est hyper important. Quel est le poids de l'audience en tant que critère de valo? Ça, c'est intéressant comme question. C'est entre 100% et 0 parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la nature de la boîte. C'est hyper important de comprendre que toutes les boîtes ne sont pas égales en termes de perception et que des choses qui sont une bonne chose pour une boîte peuvent devenir une mauvaise chose. Si vous êtes Facebook, l'audience a beaucoup de valeur. Si vous êtes un SaaS B2B, ça n'en a pas. Donc ça, il faut vraiment comprendre les mécanismes de création de valeur de votre boîte. Donner des actions à quelqu'un sans qui le projet n'aurait pas pu aboutir, mais qui n'est plus actif aujourd'hui, red flag pour les investisseurs. Ouais, malheureusement, oui. Mais bon, ça, tu peux te débrouiller. Enfin, ça dépend combien d'actions, ça dépend machin. Si c'est moins de 1%, c'est pas grave. Si c'est plus de 1%, c'est compliqué. Comment pousser les investisseurs intéressés à closer rapidement? La seule façon de pousser les investisseurs à closer rapidement, c'est qu'ils aient l'impression qu'un autre investisseur va le faire. Et la seule façon de faire ça, c'est d'avoir tellement bien organisé le process que vous finissez par avoir plusieurs offres parce que vous parlez à beaucoup de gens en parallèle. J'insisterai jamais assez là-dessus. Vaut mieux préparer des semaines durant pour parler à tout le monde en 15 jours que parler avec le même nombre de personnes étalées sur 3 mois. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur 3 mois, vous n'aurez jamais de pression concurrentielle. Alors que sur 15 jours, ça va être de la folie. Donc, ne sous-estimez pas le délai de préparation en amont pour pouvoir mettre tout le monde dans une seringue. Est-ce que se comparer à des gros succès de son secteur pour faire des projections de CA, c'est bien vu, par exemple, en no compte, se comparer à Zapier, bien sûr, ne surtout pas hésiter. Ça montre même votre ambition. Hein. Je veux dire, n'ayez pas honte si vous êtes crédible, si ce que vous dites a fait du sens. Bien sûr, n'hésitez pas. Si on a un BA qui met un ticket de 20K et qu'on est en discussion avec des fonds, doit-on donner l'identité du BA? Qu'est-ce qu'on doit dire? Oui, bien sûr qu'il faut dire l'identité du BA. L'absence de diligence n'est-elle pas une perte ouverte aux métriques trafiquées? Est-ce que ça n'incite pas aux mensonges et des histoires d'horreur à partager? Pas aujourd'hui, mais ça va venir en fait. Combien de temps doit-on... Après, franchement, il y a quand même beaucoup plus simple comme arnaque que faire une startup. Hein. Combien de temps doit-on laisser si on plante la première levée? Toujours faire des cycles de je sais pas, ça prend 6 semaines, attendre 6 semaines. Attendre le temps que ça a pris à préparer. Une boîte qui fonctionne 100% remote aujourd'hui, ça refroidit la levée? Non, plus du tout. Plus du tout. C'est plus un sujet. Le remote a gagné. Merci, monsieur Covid. Pour répondre sur la question de Philippe Jeunet, quel est le poids des éléments autres que financiers dans la valorisation? Fichier client, image, savoir-faire. Elle est énorme. Mais tout ça s'incarne dans la story. C'est le storytelling qui donne de l'épaisseur et de la dimension aux différents éléments de valorisation qui ne sont pas objectivables financièrement. C'est votre capacité à raconter une histoire. C'est pour ça que développer vos capacités de storytelling et devenir des bons storytellers, c'est le sujet le plus important. On n'a pas parlé des rentabilités attendues. Comment est-ce que tu la calcules par rapport à Valo et Invest? Tu la calcules pas, c'est un bon sujet.
Le proprio a introduit le projet auprès de l'invest. Celui-ci a demandé à me voir, du coup, deuxième rendez-vous, qui lui sortira mon tour de pige prochaine pour la signature ou quelque part rendez-vous. Alors, évidemment, ne jamais faire ça. Ne jamais faire ça. Mais rentrer la personne dans le process et lui poser la question, OK, de quoi vous avez besoin maintenant pour prendre une décision? Donnez-moi quelque chose de clair, la définition d'une deadline où vous me dites oui ou non. Donc, évidemment, tu ne peux pas forcer le closing, mais tu peux mettre les gens dans un process. Et c'est hyper important de mettre la pression aux investisseurs à qui vous parlez. Je veux savoir pourquoi vous pouvez prendre une décision et comment vous allez prendre une décision. Concernant la formule proposée de la valo, c'est toujours budget 18 x 5 où on peut mettre 3 à 50 budgets. Bah non, on ne peut pas mettre 3 à 50 budgets. Parce que sinon, la valo, elle serait trop haute. Et puis en plus, en 5 ans, il se passe plein de choses. 18 mois, c'est relativement raisonnable. Allez, à la rigueur, si tu es fort, tu pousses à 24 mois. Mais ça n'existe pas quelqu'un qui finance plus de 24 mois à un prix donné. Il y a 1 milliard de choses qui peuvent se passer en 5 ans. Enfin, ça... le mec, il croit qu'il a trouvé le hack du siècle, quoi. On leur dit clairement qu'on a plusieurs offres à ce stade-là. Si tu as plusieurs term sheets après le choix de l'une, comment gérer le refus pour les autres? Ah, ça c'est un vrai sujet. Alors, en 12 ans de travail dans ce domaine, j'avais jamais vécu une levée méga hype. C'est-à-dire que j'avais vécu des levées qui se passent bien, mais j'avais jamais vécu ce qu'on voit dans les films américains, quoi. Et l'année dernière, j'ai vécu une levée méga hype à The Family où, grosso modo, j'ai dû coacher l'entrepreneur, non pas à dire oui, mais à dire non. Et c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu déconné sur cet aspect de mon accompagnement. Il faut savoir dire non aux gens et le faire avec tact et douceur et expliquer qu'on n'a pas le choix et que c'est comme ça et être ferme. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de dire à quelqu'un qui veut vous donner de l'argent, non, je suis désolé, je ne peux pas prendre ton argent. Donc, surtout, ne pas rentrer dans le détail de qui vous prenez. Être ferme sur le fait que, ben voilà, il fallait faire un choix, vous avez fait le choix et vous ne savez pas. Jouer la carte de la modestie, de machin. Et surtout, la carte de l'espoir. Montrez-leur bien que vous êtes ouvert à leur reparler au prochain tour. Parce que sinon, vous allez vous créer des vexations qui sont immenses. Immenses, 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 immenses. Si on demande 2 millions et que l'attraction BAVC, c'est possible de passer à 5 millions, puis 10 millions, puis 20 millions. Oui, alors, tout est possible, hein, mais je n'ai jamais vu ça. Hein. Au max que j'ai vu, c'est les gens qui doublent le montant recherché. Je n'ai jamais vu plus. Penses-tu qu'aujourd'hui, en France, on peut lever des fonds sans CA uniquement sur un produit tech et une base client? Oui, bien sûr. Après, vraiment, il va falloir quand même que vous m'expliquiez dans quel monde vous vivez pour avoir une base client, mais pas avoir de CA. Ça, enfin, si tu veux me dire juste sur une techno, oui, mais comment tu fais pour avoir une base CA, mais pas de client, mais pas de chiffre d'affaires? Des ressources à conseiller pour creuser le sujet de la captable et faire un bon nettoyage avant de partir en levée. Ça n'existe pas, hein, les nettoyages de captable. Hein. Si tu as besoin de nettoyer ta captable, bon courage. Hein. Tu as dit qu'il faut 60 heures de travail pour réaliser une levée. Tu inclus seulement les 2 phases préparation et approche. Oui, non, juste la phase préparation, c'est 60 heures. Est-ce qu'on doit gérer le KYC et la provenance des fonds avec un BA? Non, pas du tout. Dieu merci, les startups n'ont pas encore ce genre d'obligation. Vous inquiétez pas, ça va venir, ça va venir. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un KYC, c'est Know Your Customer. Mais voilà, ça, pour l'instant, il n'y a pas encore ce genre de contrainte. Je ne sais pas si ça a été répondu. Quelle est la pire période de l'année pour lever? Ah, super question, Stéphane. Merci. Il y a un vrai calendrier de la levée. Les 2 meilleures fenêtres pour lever, c'est septembre-décembre et avril-juin. C'est les 2 meilleurs moments pour lever. Le pire moment pour lever, c'est juillet-août. Parce que les gens qui ont de l'argent, ils sont en vacances. Il ne faut pas déconner, quoi. Penses-tu qu'il faut communiquer sur la réussite d'une levée? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faut communiquer sur la levée au moment où tu fais ta prochaine levée.
C'est quoi tes indicateurs avancés perso d'une négociation par envie où on ne va pas aboutir? Bah, normalement, tu le sens. Hein. Je veux dire, quand tu vois que plus rien n'avance, tu sais que c'est parti en vrille. Hein. Est-ce que l'année prochaine, il y aura autant de liquidités que cette année pour la levée seed? Alors, Patrick, comment dire? Je ne suis pas Madame Irma, je n'en sais rien. C'est embêtant d'avoir sa startup à l'étranger avec des systèmes juridiques différents. Est-ce que les avocats gèrent ça eux-mêmes entre eux au niveau des contrats et des lois? Alors ça, non, ils ne gèrent pas et c'est à toi de gérer. Quel est le travail d'un leveur de fonds fait à ma place? Quelles sont les tâches que je devrais faire avec lui? Et quelles sont... Alors, un leveur de fonds, ça prépare une levée, ça fait des intros et ça ne peut pas faire la négo finale et la conviction. Et c'est ça, ça sert à ça un lever. Quel est le délai classique entre seed et série A? Alors, en général, c'est 18 mois. Quand tout se passe bien, c'est 18 mois. On va finir avec 3 choses. Il nous reste 50 minutes. On va rentrer dans le détail de la négo et notamment sur comment faire monter la valo au moment où vous avez un investisseur qui est intéressé. Et ça, c'est sans doute la partie la plus technique. Je vais essayer d'être clair. Et puis, on va parler des levers et je vais vous dire les levers que je préfère, enfin. Et comme ça, si vous avez envie de les contacter, vous pouvez les contacter de ma part. Faisons une petite pause de 5 minutes et on reprend dans 5 minutes. À tout de suite.